On va continuer. Donc, c'est ça, tout de suite au diable, les altérations proximales dans les calcaires, les tombées somatiques proximales dans les calcaires. On va voir maintenant ce qu'on appelle les mantos, c'est le terme général. Mantos et remplacement polymétallique dans les calcaires. Donc, c'est ces zones d'altération minéralisées. Des zones de remplacement qu'on trouve généralement à l'extérieur de zones d'harmonisation dans les calcaires. Donc, c'est des zones minéralisées qui peuvent être quand même assez distales, puis parfois, à la surface, quand on cartographie, on ne voit pas nécessairement l'intrusion qui est liée à la formation de la minéralisation, mais quand on étudie plusieurs systèmes, on peut voir la progression. Dans ceux qui sont bien exposés, la progression entre un skarn, les skarns distaux, puis enfin les zones de remplacement dans les carbonates. Donc ici, j'ai mis une définition générale écrite. C'est plate un peu une définition écrite, mais il faut m'en mettre pour s'en rappeler. Donc les remplacements polymétalliques, donc ça le dit, souvent il y a plusieurs métaux. Dans les séquences carbonatées, ils peuvent être stratoïdes, c'est ce qu'on appelle les mantos. Donc, généralement, stratoïdes. Les carbonates peuvent avoir des géométries variées, verticaux, horizontaux, mais souvent, ça va être des séquences stratoïdes, faibles, pendage modéré. On peut trouver aussi des cheminées, donc des cheminées qui vont être franchement discordantes. On va voir d'ailleurs, il y a certains parallèles en termes de géométrie qui peuvent être des bactéries un peu. Ceux qui sont rentrés après que j'en ai parlé, ça des bactéries. Mais sous forme de. Donc on peut retrouver des gisements sous forme de cheminée, puis il y a des parallèles qui sont faits entre les réseaux karstiques, les karstes qu'on peut voir dans les terrains carbonatés. Donc, il y a un parallèle entre les karstes et certains mantos ou zones de remplacement dans les carbonates. Donc, c'est des systèmes qui peuvent avoir des géométries un peu semblables. Donc, c'est des cheminées ou des zones de remplacement stratoïdes qui peuvent être relativement distales par rapport à une intrusion, donc de l'ordre du kilomètre. Donc, les assemblages polymétalliques, c'est très souvent des mines d'argent. On trouve des concentrations assez élevées en plomb zinc, en métaux de base. Souvent sous forme de sulfure disséminé. Donc, généralement associé à la présence d'oxyde de manganèse. Vous allez voir dans les gisements épithermaux, il y a souvent du manganèse de présent. C'est le cas aussi dans les zones de remplacement dans les carbonates. Le manganèse, très souvent, va être sous forme d'oxyde, comme la pyrolusite, par exemple, ou la manganite. C'est des oxydes de manganèse qui sont noirâtres, brun très, très, très foncé, souvent noirâtres. C'est assez typique là, de ces systèmes-là. Donc, très souvent, la présence d'oxyde de manganèse. Principaux minéraux économiques. Ça va souvent être les sulfoxydes d'argent. Donc, souvent une association entre l'argent, le soufre, et un autre métal comme l'antimoine, par exemple. Ouais. Le manganèse, on l'utilise pas. Je ne sais pas s'il y a des cas où le manganèse est miné dans les. Je pense pas, non. Il est souvent présent. Je n'ai pas d'exemple en tête où le manganèse est miné. Peut-être dans le passé. Il y a des gisements de manganèse qui sont tellement riches dans les roches sédimentaires que je pourrais vérifier s'il y a une mine active qui mine le manganèse dans les mantos, mais c'est plus en dessous que non. Ouais. Mais c'est très intéressant. Donc, les autres minéraux qu'on va avoir, chalcopyrite, donc va être assez commun, pyrite, tétraédrite. Donc, des minéraux assez variés. Oxyde de manganèse, souvent la rhodochrosite, le carbonate de manganèse,
il peut être rose, mais il peut prendre d'autres couleurs aussi pour être plus ou moins beige. J'ai des photos de produits. Donc, on a vu tantôt la zonation caractéristique des scans avec les zones à grenat, prédominante de grenat qui sont plus proximales. Ensuite, pyroxène ou elastonique. Puis enfin, les marbres. Donc, les marbres, ici, sont mis dans l'enveloppe. Donc, les mantas vont être franchement distaux par rapport aux intrusions qui causent la métasomatisme. Généralement, les mantas vont être à l'extérieur de l'enveloppe harmonisée. Ici, il est placé à l'intérieur. Généralement, ils vont être à l'extérieur de l'enveloppe harmonisée. Donc, ici, une échelle pour vous montrer la distribution à l'échelle d'un gros gisement. C'est quoi l'échelle des systèmes? C'est le porphyre minéralisé de Bingham Canyon, un des plus gros porphyres de la planète, en Utah. C'est un des plus gros trous de la planète aussi. Donc, c'est un très gros gisement de cuivre qui est miné depuis, je pense, les années 40. Donc, c'est connu depuis longtemps. Donc, le porphyre, QMP, le porphyre, Quartz Monazite Porphyry. Donc, le porphyre avec les enveloppes à cuivre molybdène très proximale, une enveloppe à cuivre molybdène, puis enfin à cuivre un peu plus distal. Donc, on a le système porphyrique, le porphyre typique là, au cœur du système. Puis en périphérie, on a toute une enveloppe de minéralisation qui vont être à plongeant qu'argent. C'est ce qui est illustré en noir ici. Donc, les zones de remplacement dans les carbonates, donc asphalérite, galène, pyrite. Donc, vous pouvez voir l'étendue ici des champs minéralisés, des zones minéralisées en plongeant qu'argent, en périphérie du porphyre de Bingham Canyon. Donc, vous pouvez voir l'échelle ici, c'est 1 km. Donc, vous pouvez voir 1 km, les zones minéralisées là, dans les carbonates peuvent s'étendre au-delà de 2 km de l'intrusion. Donc, ça vous donne une idée là, de la distribution dans un gros système, la distribution métallique qu'on peut retrouver. Donc, ça, c'est une coupe à travers le porphyre de Bingham Canyon. On part de la coupe est illustrée. On va regarder une coupe de l'ouest vers l'est. Donc, on a le porphyre. Le porphyre qui est situé ici. Donc, c'est les petits X. Puis, on a des enveloppes d'altération avec, en fait, ce qui est l'espèce d'enveloppe avec le trait brisé ici, c'est l'enveloppe à molybdène. Donc, c'est le porphyre à molybdène. Puis, on peut voir qu'à proximité du porphyre, de l'intrusion qui cause le métasomatisme, on peut voir des scans à cuivre. Puis, dans les zones les plus distales, on a les mantos. Donc, on peut voir la géométrie ici stratoïde, donc qui est associée à une strate en particulier, avec les zones minéralisées à plongeant qu'argent, qui sont vraiment contrôlées par la présence des horizons calcaires. Donc, on peut imaginer qu'on a la mise en place de l'intrusion, l'enveloppe ici de molybdène, l'enveloppe à cuivre qui est en gris, puis enfin, dans les zones à carbonate, les zones carbonatées, on a les zones à plomb, zinc, argent, les plus distales. Donc, on a les zones stratoïdes, puis enfin, des zones qui peuvent être vraiment franchement discordantes, pas nécessairement stratoïdes. Donc, on a les mantos qui sont stratoïdes, associés aux horizons favorables, puis
puis les cheminées qui sont franchement discordantes. Donc, c'est des géométries là, assez typiques pour les mantos. J'ai mentionné ici que certains des mantos peuvent avoir une géométrie puis un mode de formation. Pas nécessairement un mode de formation, mais vraiment une géométrie qui rappelle les systèmes karstiques. Donc, vous pouvez voir ici l'échelle, ça c'est 1 km. Donc, dans les horizons carbonatés ici, vous pouvez voir l'étendue ici c'est des galeries minières. Vous pouvez voir l'étendue du système minéralisé qui rappelle en fait des grottes qui sont développées dans les réseaux de calcaire. Donc, c'est assez particulier. Donc, dans ces systèmes-là, on a le remplacement des carbonates qui rappelle vraiment le réseau karstique. Donc, c'était l'introduction au scan Mantos sur le remplacement carbonate en général. Maintenant, on va s'intéresser au système épithermo, acide et neutre. La photo que vous voyez ici, c'est le système géothermal de Yellowstone, où on a des systèmes épithermaux associés à des systèmes géothermaux, où on a des fluides chargés en silice qui vont former des travertins. Donc, ce qu'on voit ici, c'est des formés en lien avec les geysers. Donc, c'est des géométries assez spectaculaires. Les travertins. Donc, c'est quoi des systèmes épithermaux? Le terme épithermal veut dire basse température. Donc, on peut avoir les systèmes hypothermaux. On va voir plus tard dans la session. Hypothermaux, mésothermaux et épithermaux, qui sont vraiment les systèmes superficiels qui sont dans la croûte. Donc, en fonction des différentes hauteurs, on va avoir des températures différentes, mais généralement, c'est des systèmes qui vont se former en bas de 300 degrés Celsius. Généralement autour de 200, entre 150 et 250. Donc, les systèmes épithermaux représentent vraiment la partie superficielle de la croûte. Encore une fois, c'est une terminologie qui est basée uniquement sur la température. Ici, c'est un diagramme qui est intéressant juste pour mettre cette question-là en perspective. Donc, ici, on a des inclusions qui se mettent en place à différents niveaux dans la croûte. Par exemple, si on prend cette inclusion-ci, on peut voir les enveloppes isothermes, donc l'intrusion avec l'isotherme de 400 degrés Celsius, puis 150 degrés Celsius. Ici, on a l'inclusion qui se met en place dans la croûte, mais plus près de la surface encore. Donc, on a les isothermes de 400 et 100 degrés Celsius qui vont être beaucoup plus rapprochés. Mais vous pouvez voir que, en fait, un système épithermal peut se mettre en place à peu près au même niveau cristal qu'un système hypothermal, mésothermal, lié à une autre inclusion. Donc, c'est important de garder en tête que les minéralisations se mettent en place à des moments et à des niveaux cristaux différents dans les systèmes où on a des inclusions comme ça. Donc, la classification épithermale est vraiment basée sur la température de formation qui n'est pas nécessairement directement la profondeur de mise en place. Donc, c'est des systèmes qui se mettent en place généralement dans la partie supérieure de la croûte, mais toute chose étant relative, on peut avoir, par exemple, un gisement épithermal qui se forme à la même profondeur qu'un gisement hypo ou mésothermal.
Donc, c'est quoi les gisements épithermaux? C'est des gisements de métaux précieux. Ça peut être des minéraux, des gisements d'argent ou d'or-argent, comme celui-ci. Donc, on peut trouver or-argent ou métaux de base. Donc, on a des métaux précieux ou des métaux de base, comme celui-ci, c'est des veines à sphalérite galène. Donc, métaux de base ou métaux précieux, sous forme de veines et ou de dissémination. On va voir, il y en a certains qui sont vraiment liés à des disséminations, d'autres des veines ou des filons minéralisés. Formés à basse température, moins de 250-300 degrés C. Donc, c'est des températures relativement faibles par rapport à l'ensemble des jets minéraux. Association spatiale avec des centres volcaniques et des caldeiras. Donc, généralement, ça va prendre une source de chaleur pour mobiliser les fluides dans la croûte. Donc, très souvent, ça va être des centres volcaniques ou des intrusions. Donc, dans certains cas, des caldeiras, souvent intermédiaires à felsiques. Mais ça peut aussi être des systèmes épithermaux qui peuvent être développés dans des roches sédimentaires. Mais généralement en association avec des centres volcaniques ou des inclusions. La distribution géographique des systèmes épithermaux. Donc, où on coule les systèmes épithermaux, généralement, on va avoir de la subduction. Donc, des grandes ceintures de subduction comme la ceinture de feu du Pacifique. C'est là qu'on va trouver l'essentiel des gisements épithermaux. Mais on peut en trouver localement dans le système alpin. Puis, il y a des grands exemples. La plupart des on va le voir dans les prochaines slides, mais les systèmes épithermaux, je vais mentionner, se mettent en place dans la partie superficielle de la croûte, très souvent en association avec des systèmes intrusifs ou volcaniques. Donc, généralement, ils vont se trouver dans des reliefs montagneux et être préférentiellement érodés. Donc, la plupart des systèmes épithermaux vont être relativement jeunes, à moins d'être préservés assez rapidement dans leur évolution. Donc, c'est possible, par exemple, de les préserver dans le toit d'une faille normale et éventuellement les recouvrir par d'autres roches volcaniques ou d'autres roches sédimentaires. Donc, c'est important d'avoir un élément de préservation pour la préservation des gîtes épithermaux à plus grande échelle. Donc, la plupart des gisements vont être relativement jeunes, comme on peut le voir dans les cordillères ici. Donc, généralement, c'est anérozoïque. Mais il y a certains cas de gisements épithermaux précambriens. Il y a un exemple néoprotérozoïque à Oak Brook, à Terre-Neuve. Donc, on peut avoir, si on a une préservation du système, des gisements qui peuvent être relativement vieux dans l'histoire terrestre. Il y a certains cas documentés à l'Archéen qui rappellent les systèmes épithermaux en général, EMLO, entre autres dans le l'Ontario. Donc, c'est une distribution qui reflète les systèmes volcaniques là, en général sur la planète. Quelques statistiques, les gisements épithermaux, généralement, ça peut être des très très grands volumes, mais ça va souvent être des volumes un peu plus petits que les porphyres, mais surtout à plus haute teneur. Donc ici, on a le tonnage versus la teneur. Donc les porphyres, ça c'est pour quel métal? Un gramme par tonne. Ok, en or, ouais. Ouais, 1 gramme par tonne, ouais, quelque chose d'autre. Donc, les porphyres, généralement, vont avoir des teneurs relativement faibles en or. Donc, les ondes minéralisées vont avoir entre 0,5 g par tonne à 1 g par tonne d'or dans les porphyres. C'est des volumes très très grands, des teneurs relativement faibles. Les systèmes épithermaux, eux, vont généralement avoir des teneurs beaucoup plus élevées. Ça peut aller de 1 g tonne à la dizaine de grammes tonne.
mais des tonnages souvent qui vont être un peu plus faibles. Donc, si on regarde maintenant un peu plus le contexte géologique, les systèmes épithermaux sont très souvent associés à des volcans ou des dômes volcaniques, composition intermédiaire felsique, donc d'acidique, andésitique ou biodacite. Donc, on a des infusions qui se mettent en place. On voit les isothermes ici entre 300, 200, 250 degrés Celsius. Donc, le dégazage des infusions ici vont être liés à la circulation hydrothermale dans les roches volcaniques, dans les reliefs volcaniques, pour former les gisements épithermaux. On va voir d'autres diagrammes sur les processus de formation. Ici, c'est surtout pour vous montrer le contexte géologique local. Donc, on a la mise en place des infusions, les volcans, et la circulation des fluides hydrothermaux dans les failles et les fractures. Donc, dans les systèmes d'îles en arc, ça peut être des arcs. On peut retrouver ces contextes-là à la fois dans les îles en arc et les environnements continentaux. Les îles en arc, on peut penser au système de subduction, par exemple, dans le sud-est asiatique, où on a de la subduction intra-océanique qui forme des arcs magmatiques avec des volcans, des îles en arc. On peut penser aussi aux Andes, donc, où on a des arcs continentaux qui vont former des centres volcaniques, parfois avec des dômes felsiques, qui vont pouvoir former des systèmes épithermaux. Puis, à l'autre extrême, on a des systèmes beaucoup plus continentaux, où on peut former soit des intrusions ou des grandes calderas qui vont permettre la mise en place d'une intrusion. Puis souvent la circulation, en fait, l'introduction d'eau météorique dans la partie supérieure de la croûte pour diluer le système magmatique. On va voir que souvent les systèmes associés à des dômes volcaniques, à des îles en arc, volcanistes d'arc, souvent on va avoir des systèmes qui vont être beaucoup plus acides, qu'on va appeler les épithermoacides. Puis à l'autre extrême, souvent quand les fluides hydrothermaux vont être plus dilués, on va avoir ce qu'on va appeler des épithermoneutres. Donc c'est les deux grandes classes d'épithermaux qu'on va voir dans les autres slides. Donc, j'ai parlé de la profondeur de mise en place. Vous pouvez voir ici, c'est un gisement épithermal au Colorado. La pente ici est à peu près à 50 degrés de pendage, 40-50 degrés de pendage. Donc, le trou de la mine se trouve juste ici. Les mineurs minaient dans la montagne, puis on voyait les tailings sur la pente. Donc, vous pouvez voir, c'est un relief assez accidenté. Donc, c'est des gîtes qui se forment vraiment dans les reliefs, les parties accidentées de la croûte. Donc, ils vont être préférentiellement érodés. C'est un diagramme qui illustre ça ici. Vous voyez la paléosurface. Donc, c'est la surface au moment de la formation du système épithermal. Puis maintenant, vous voyez la surface présentement. Avec l'échelle, ça c'est 200 mètres. Donc, vous pouvez voir que certains des systèmes épithermaux qui vont avoir une extension verticale très restreinte qui peut avoisiner des 200-300 mètres. Donc, vous pouvez imaginer que avec l'érosion préférentielle qui se fait sur les reliefs accidentés, si votre système épithermal est relativement jeune, mais qui n'est pas préservé dans la croûte, ben, il peut être complètement érodé. Donc, certains disent qu'au Précambrien ou à l'Archéen, on ne peut pas avoir de système épithermaux, entre autres parce que les autres vont être très très rares, parce que l'érosion les a complètement détruits. Mais dans certains cas, on voit à Terre-Neuve, par exemple, il y a des roches précambriennes qui contiennent des systèmes épithermaux. Ils ont probablement été préservés parce qu'ils ont été rapidement enfouis sous d'autres roches volcaniques ou d'autres roches.
C'est ça, donc il y a une division épithermale neutre versus acide qui est basée, entre autres, sur le contexte géologique de formation, mais vraiment au sens strict, la division épithermale neutre et acide reflète la minéralogie des sulfures et des silicates qu'on voit en association. Donc, c'est essentiellement lié à l'état de balance du soufre puis à la sulfuration du système. Donc, c'est, par exemple, dans les épithermaux neutres, on va avoir la plupart du temps des minéraux qui vont être, comme la chalcopyrite, par exemple, riche en fer et en soufre, qui contiennent du cuivre, mais ils vont être particulièrement riches en soufre, avec du soufre réduit. Alors que les épithermaux acides, eux, vont avoir du soufre oxydé. Donc, on va former des assemblages à cuivre, des assemblages à soufre oxydé qui vont être, par exemple, des sulfosels de cuivre, d'argent, bornite, énargite, cobélite. Donc, des sulfures qui vont être riches en soufre oxydé, puis en soufre en général. Donc, c'est une différence là, assez caractéristique entre les épithermaux acides et neutres. Donc, ils vont avoir des minéralogies assez différentes. Donc, c'est un diagramme synthétique. Il y a beaucoup de minéraux qui sont illustrés ici. Mais il y a certains minéraux qui sont caractéristiques à certains des systèmes, que ce soit parmi les sulfures ou les silicates. Donc, on a des systèmes épithermaux acides qui sont formés à pH très élevé. Les épithermaux neutres ou alcalins sont formés à pH neutre ou alcalin. Donc, avec une polarisation dans la minéralogie. Il y a certains minéraux qui sont communs dans les low sulfidation, les épithermaux neutres, en anglais c'est low sulfidation, puis aux épithermaux acides, dit high sulfidation en anglais. Donc, les plus communs, bon, le quartz va être présent dans les deux. L'énargite va être particulièrement commune dans les high sulfidation. Puis les autres minéraux qui sont particulièrement significatifs, c'est ça, la lunite, okay. Le diagramme. Mais la lunite, généralement, est caractéristique aux épithermaux acides. Est indiqué ici dans la colonne low sulfidation, mais c'est absent. Absent dans les systèmes low sulfidation, donc dans les épithermaux neutres. On n'aura pas d'alunite ni de pyrophilite, alors que dans les high sulfidation, les systèmes acides, on n'aura pas d'adulaire. Donc, c'est une différence entre les deux systèmes. Donc, désolé, mais il est indiqué ici dans la liste, c'est un peu trop longue pour moi. Et dans les low sulfidation, un des minéraux qui est caractéristique, c'est l'adulaire. C'est un sulfate potassique. Ça va ressembler visuellement un peu à l'orthose nitrophile. Puis on va souvent l'avoir sous forme de veine. J'ai quelques photos à vous montrer, mais c'est un minéral qui est caractéristique là, des systèmes épithermaux neutres. Dans les high sulfidation, donc, très souvent on va trouver l'alunite, qui est un sulfate. L'alunite, qui est assez commun dans ces systèmes-là. Donc, c'est la polarisation là, dans la minéralogie des deux systèmes. Il y a différents contrôles sur les zones minéralisées. On peut avoir un contrôle structural. Donc, les différentes failles qui vont segmenter la croûte vont permettre la circulation des fluides hydrothermaux. C'est pas méchant. Là. Si les roches sont fracturées, on va avoir plus de perméabilité qui va permettre la circulation des fluides hydrothermaux. On peut avoir un contrôle hydrothermal.
Donc, dans certains cas, on va voir dans les épithermaux acides, on peut avoir une dissolution importante de la roche et créer une porosité secondaire qui est liée à la circulation hydrothermale. Donc, on peut avoir un contrôle de porosité qui est lié essentiellement à l'hydrothermalisme. Donc, une porosité qui est liée à la dissolution de certains des éléments dans la roche. On peut avoir aussi un contrôle qui est formé par une porosité secondaire qui est liée à la fracturation hydrothermale. Donc, si on a une surpression fluide, c'est le cas par exemple dans les brèches phréatiques, les brèches magmato-phréatiques. Donc, si on a une surpression fluide dans la croûte, on peut fracturer les roches préférentiellement, puis avoir une circulation hydrothermale. Donc, c'est un contrôle hydrothermal ou structural qui peut être exercé sur les roches puis les zones minéralisées thermales. On peut avoir également des contrôles lithologiques. Par exemple, ce qui est illustré ici, on a une zone minéralisée, hachurée, avec un horizon imperméable, puis une circulation hydrothermale préférentielle dans un horizon stratigraphique. Donc, si on a un horizon stratigraphique préférentiel, dans certains cas, ça va être des roches pyroclastiques ou des conglomérats qui peuvent être beaucoup plus perméables, par exemple une argilite ou un chert, un autre type de roche, et qui vont permettre la circulation hydrothermale à l'intérieur. Donc, on peut avoir à la fois un contrôle lithologique, hydrothermal ou franchement structural. Souvent, ça va être une combinaison des trois. Donc, c'est des contrôles qui vont permettre d'expliquer la géométrie de la plupart des gisements épithermaux. Donc, on va commencer par voir quelques détails sur les épithermaux acides, la zonation caractéristique de ces systèmes-là, la zonation minéralogique caractéristique de ces systèmes-là. Donc, très souvent, ça va être des gisements d'or, d'or cuivre ou d'argent. La plupart du temps, ça va être des zones de remplacement. On va voir pourquoi. Il y a souvent des phénomènes associés. La plupart du temps, ça va être des zones de remplacement avec des sulfures disséminés. Donc, l'or va être associé aux zones de remplacement dans les sulfures disséminés. Certains exemples, Yanacocha au Pérou, Summitville au Colorado, c'est un des endroits où ça a été le mieux décrit. Le Panto aux Philippines, au Chili, example of epithermal in Chile. Alloué. Which one? Alloué. Alloué? Yeah. Alloué. Alloué. Donc, il y a beaucoup de gisements épithermaux aussi au Chili, qui sont liés au porphyre, entre autres. Donc, Yanacocha, un des plus gros, Summitville au Colorado, c'est un petit gisement qui a été miné, qui a été abandonné, je vais vous expliquer pourquoi. Le Panto aux Philippines également, donc c'est des mines actives ou fermées, qui sont développées dans des systèmes épithermaux acides dans un contexte volcanique. Donc, contexte ultime de formation, c'est un volcan sous-marin en Nouvelle-Zélande qui est lié à la subduction. Donc, il y a une île en arc qui est en train de se former, liée à la subduction. Donc, on a des roches volcaniques liées à un système hydrothermal. Donc, vous pouvez imaginer qu'en dessous du volcan, ici, il y a un champ magmatique qui est en train de se différencier, de se refroidir. Donc, il y a énormément de gaz qui sont séparés du liquide magmatique qui vont percoler dans les roches environnantes. C'est des systèmes qui sont particulièrement riches, qui sont particulièrement acides, donc riches en hydrogène et en soufre. Donc, ce qui se produit, quand on a une interaction entre des fluides très acides, riches en soufre, puis de l'eau, on va former de l'acide sulfurique.
avec des pH très très faibles. Donc, avec des fluides qui vont avoir des pH qui peuvent atteindre 0,5, 1. Donc, complètement dissoudre progressivement les roches encaissantes. Donc, ici, c'est toujours à White Island, en Nouvelle-Zélande. On voit le lac acide où il y a les fluides épithermaux qui sont essentiellement liés à la chambre magmatique qui est sous-jacente. Donc, avec des pH très très faibles, avec aussi des ruisseaux qui vont permettre aux fluides de percoler dans les roches, puis dissoudre les roches volcaniques pour essentiellement laisser un chapeau de silice. Donc, ce qu'on voit ici, c'est essentiellement un chapeau de silice résiduel qui est lié à la dissolution du sodium, du potassium, du magnésium, du calcium. Tout ce qui reste, c'est de la silice et du soufre. Donc, on a vu le volcan qui se forme à la surface ici. La semaine dernière, vous avez vu le porphyre, les enveloppes de roches porphyriques qui sont associées au volcan. Là, cette semaine, ce qu'on regarde, c'est les épithermaux acides qui montrent en fait l'enveloppe d'altération argilique qui est associée au système hydrothermal. Puis on a ici les systèmes épithermaux acides, les zones de remplacement acides, qui sont liées à la dissolution des roches volcaniques, puis le dépôt de l'or et de l'argent dans les dômes celtiques. On peut avoir dans certains cas des veines polymétalliques qui sont associées à la formation des épithermaux, donc qui font la transition entre les porphyres et les épithermaux. Ouais. Est-ce que, comme tu dis, qu'il y a tout ce qui reste après, c'est la silice du soufre? C'est un sulfure de quelque chose ou c'est vraiment du soufre? Il peut y avoir du soufre natif. Puis ça, c'est un minerai d'or. Donc, il peut y avoir du soufre natif. Souvent, ça va être de l'or libre, de l'or très très fin qu'on ne va pas nécessairement à l'œil nu. Puis il peut y avoir un peu de pyrite à l'intérieur ou des sulfures de cuivre. Mais généralement, c'est des systèmes qui n'ont pas nécessairement énormément de sulfure. C'est des exemples ici, vous pourrez venir voir. Mais même, des fois, la texture, on va voir un petit peu. Donc, c'est ça, on a le porphyre en profondeur. Les fluides hydrothermaux qui vont percoler dans des fractures, par exemple, pour former des veines polymétalliques, puis les zones de remplacement dans les roches volcaniques, ici où les fluides vont arriver à la surface. Donc, comment ça se forme? Il y a plusieurs modèles qui ont posé des variantes. Mais l'idée, en fait, c'est qu'on a un porphyre qui se met en place, formation de l'altération potassique. On a un volcan qui est à la surface. Donc, quand notre fluide hydrothermal se propage vers la surface, il refroidit graduellement, puis il va se séparer en un gaz et un liquide. Donc, le gaz qu'on va avoir va être très très riche en soufre, ça va être des gaz acides. Donc, avec des pH relativement faibles. Et ce qui va se produire, c'est que ces gaz-là, les fluides associés, vont percoler dans les roches, dans les fractures et dans les roches les plus perméables pour dissoudre la plupart des éléments, sauf la silice, puis laisser parfois des résidus de soufre également dans les porosités. Donc, ce qui est illustré ici, c'est la formation du porphyre avec l'altération potassique, la circulation hydrothermale des vapeurs acides dans les roches perméables. Donc, on est en train de créer une porosité secondaire. Ensuite, ce qui se produit, bon, le système est toujours actif et on a l'érosion progressive. Le système continue à se former. Puis en fait, il va refroidir graduellement. Donc, on voit ici les isothermes de 500-400 degrés Celsius. Ici, les isothermes de
l'isotherme de 300 degrés Celsius. Donc, le système est en train de refroidir. Puis l'idée, c'est qu'on a une incorporation d'eau, de fluide, qui vont diluer un peu les vapeurs acides, puis permettre de faire circuler les fluides hydrothermaux qui vont venir déposer les métaux dans la porosité secondaire qui était déjà présente, puis former les gisements métalliques. Donc, l'a priori de ce modèle-là, c'est qu'on a une première phase de vapeurs acides qui vont diluer, qui vont dissoudre les roches les plus perméables. Puis dans cette porosité secondaire, on va avoir une circulation d'eau, de fluides métallifères qui vont déposer l'or, l'argent et les autres métaux. Donc, c'est un modèle qui a été proposé pour expliquer l'association des porphyres et des épithermaux acides, puis leur proximité dans l'espace. C'est ce qui est synthétisé de façon schématique ici. Donc, avec le processus en place, les isothermes de 500 à 300 degrés Celsius. Donc, on va former pendant cette première phase-là la silice résiduelle. En anglais, on l'appelle body silica. Mais essentiellement, c'est une roche, un boxwork de silice. Donc, la silice résiduelle qui est très, très, très proximale. On va avoir une enveloppe d'alunite, donc c'est un sulfate, soufre oxydé, qui est en périphérie du body silica. Puis enfin, une enveloppe à kaolinite, autour des fumaroles. Puis enfin, on va avoir les roches volcaniques qui vont être plus ou moins altérées en périphérie. Donc, les fameux fumaroles ici qui vont souvent être formés de silice, parfois un peu de soufre, au-dessus des systèmes. Ensuite, on a l'incorporation des métaux pour former les gîtes, les gisements, dans la porosité secondaire. Donc, ici, c'est un schéma classique pour les gisements épithermaux avec la zonation. Donc, la zone à silice, Mineralized Body Silica Rock, donc c'est la silice résiduelle. L'enveloppe à alunite, l'enveloppe à argile, donc l'argile, c'est une minéralogie, mais kaolinite, pyrite, non-orianite. Puis enfin, on va avoir l'altération plus distale, qui va correspondre en fait à l'altération papillitique qu'on retrouve en association avec le système. Donc, ça vous donne une idée ici, donc une fracture minéralisée avec le remplacement en périphérie de la fracture. Ça peut se faire à différentes échelles. Ça peut être à l'échelle de l'échantillon, mais ça peut se faire à l'échelle du gisement, ici, par exemple, sur la centaine de mètres. Donc, des exemples ici, je mis quelques photos d'altération dans les systèmes acides. Ici, c'est encore une fois une illustration de la formation minéralogique. Vous avez, j'ai fait de la diffraction X sur certains de ces phénocristaux-là. C'était des phénocristaux de feldspath qui ont été remplacés, entre autres, par de la lunite. Donc, c'est un sulfate là, de potassium qui est présent, qui remplace les feldspaths. Puis vous avez enfin la silice résiduelle. Donc, vous pouvez voir que dans cette zone-ci de l'échantillon, les feldspaths sont complètement dissous. Tout ce qui reste, c'est les trous. Puis la silice là, liée à l'altération. Donc, sur le terrain, ça peut ressembler à ça. Donc, le chapeau de silice, le boxwork de silice. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une montagne qui est constituée de silice résiduel. C'est le gisement de Summitville. Summitville, c'est une ancienne mine qui a fermé dans les années 80, début 90. C'est un gisement qui est à relativement basse teneur et à la surface, qui peut être assez facile à exploiter. Mais si vous voyez, c'est dans les montagnes du Colorado. Je ne sais pas si ça doit être 2000 mètres d'altitude au moins, pas plus que ça. Je ne sais pas l'altitude.
mais c'est du sommet d'une montagne. Je vais pu mettre une autre photo ici pour montrer le paysage, mais c'est à peu près l'équivalent du sommet de la montagne qui est là. Donc, c'est vraiment au sommet de la montagne. Vous voyez qu'il y a du soufre. La roche est assez poreuse. Donc, il y a des eaux acides qui circulent dans les ruisseaux. J'avais parlé de Toxic Bob, j'avais mentionné Toxic Bob, on a vu la session. Toxic Bob, c'est Bob Robert Freeland. C'est un magnat minier américain. Il a décidé de partir d'une mine. L'idée, c'était de développer un gisement à basse teneur dans les montagnes du Colorado, à Summitville. En fait, c'est un endroit où il y a au sommet des montagnes, il y a des précipitations, la glace, la neige l'hiver. C'est un endroit où les gens font du ski, c'est un endroit magnifique. Il y a un ruisseau qui coule dans la vallée ici. En fait, c'est une mine de type open pit, donc assez grande envergure. Donc, avec l'exploitation minière, ça a créé des rejets miniers acides, mais aussi ça a exposé une grande quantité de sulfure à la surface. Ils sont déjà présents, mais en plus, il y a eu l'exploitation minière. Ils ont décidé de faire de la lixiviation en tas pour récupérer l'or. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une membrane géothermale, une membrane géotechnique. Ils vont accumuler le minerai, faire circuler du cyanure, récupérer les lixivias, puis extraire l'or de ça. Ça se fait très très bien dans plusieurs endroits, mais au sommet d'une montagne où tu passes un bulldozer pour déneiger les halles de minerai, c'est comme pas une bonne idée. Puis il y a eu une foule de mauvaises décisions qui ont été prises par la direction, entre autres Robert Freeland. Puis c'est écrit sur papier, là, ils ont concrètement décidé de on continue, puis on se fout de ce qui se passe. Puis en fait, c'est un des principaux affluents du Rio Grande, qui prend sa source dans les montagnes du Colorado, dans la région. Puis c'est une catastrophe naturelle. Maintenant, il y a une usine qui est construite à je ne sais pas combien de millions de dollars. C'est un petit gisement en plus, juste à côté. Puis ça coûte 2 millions par année à entretenir. Jusqu'à ce que. Pour toujours. C'est une série de mauvaises décisions. Puis en fait, il prenait en cours, probablement parce qu'il est très très riche, il a pu s'en tirer, mais c'est un peu une histoire sombre. Je ne sais pas pourquoi on fait ça dans le fond. Mais une histoire un peu sombre de l'histoire minière du Colorado. Ce qui fait qu'on a des régulations importantes, puis ce genre de lixiviation-là, ça fait très très bien ailleurs. Dans les endroits désertiques, par exemple. Petit intermède sur la donc, c'était les épithermaux acides que je vais vous présenter. On va passer aux épithermaux neutres maintenant. Donc, des minéralogies différentes, mais aussi un style de gisement qui peut être assez différent. La plupart, ça va être des gisements filoniens d'or-argent, mais il y a aussi des gisements de métaux de base à plomb-zinc. Donc, c'est des filons. Soit des filons, ça peut être des brèches, des zones de stockwork. Donc, dans des roches fracturées. Avec une zonation et une minéralogie qui peut être un peu plus simple quand même que dans les épithermaux acides. Mais généralement, on va avoir la veine de quartz avec une argile, l'élite, très souvent. Une zone adulaire qu'on retrouve souvent même sous forme de filon. L'adulaire, c'est un feldspar potassique de basse température. Puis enfin, l'altération propylétique, qui est une des altérations typiques là, des contextes de porphyre ou d'épithermaux. Donc, c'est quand même l'altération que vous avez vue la semaine dernière dans le TP à chloride, épidote, mais pas carbonate. Donc, c'est la minéralogie assez typique, là, des filons à quartz, des fois adulaires qui vont contenir des sulfures. Il y a généralement un contrôle structural assez important, donc c'est des filons, des fractures minéralisées, très souvent qui vont être associés à des failles. Pas toujours le cas, mais très souvent d'étendues régionales assez importantes.
Donc, c'est des failles qui vont permettre la circulation de fluides hydrothermaux sur des périodes de temps quand même assez longues, puis qui vont avoir une perméabilité qui va être renouvelée constamment pour permettre la circulation des fluides. Un tel contexte peut être trouvé, par exemple, le long de failles décrochantes, où on peut former, entre autres, des bassins en pull-apart. Donc, ici, on a 2 failles sénestres. Dans la zone de relais entre les 2 failles sénestres, on peut former soit des bassins sédimentaires ou des roches volcaniques qui vont permettre la mise en place d'un système hydrothermal, mise en place de fracture, la fracturation de la roche, pour permettre la circulation hydrothermale et la formation des gisements épithermaux. Il y a un des districts épithermaux typiques, épithermaux neutres, qui se trouve dans le champ volcanique de San Juan, au Colorado, près de la caldeira, au sein de la caldeira, dans la région de Creed. C'est le champ volcanique ici de San Juan. Le gisement que je vais présenter tantôt, Summitville, est situé ici, dans la caldeira de Summitville. Un épithermal acide. Creed est situé ici. Donc, c'est une centaine de kilomètres au nord de Summitville. Donc, un grand champ épithermal. Puis, il y a des zones qui sont caractérisées par des épithermaux neutres. Donc, ici, c'est la zone de Creed. Creed, c'est un petit village qui est situé ici, sur la caldeira de la Garita. C'est une grande caldeira, en fait, c'est une des plus grandes documentées sur la planète. Donc, l'essentiel des roches qu'on voit autour de la caldeira, ici, c'est des inimbrites. Puis, il y a une grande zone de dépression là, annulaire autour d'une remontée centrale. Je vais vous montrer une photo de ça. Donc, c'est le petit village de Creed. Ça, ici, c'est les inimbrites. Donc, toutes les failles, ce que vous voyez ici, c'est des centaines de mètres d'accumulation d'inimbrites. Au cœur, ici, vous avez surtout des roches volcaniques, des roches intrusives. Puis, ça, ici, c'est la grande zone annulaire qui fait le tour du pic central. Donc, c'est des sédiments lacustres, fluviatiles qui sont dans cette zone-là. Donc, c'est le district de Creed. C'est un petit topo sur la caldeira de la Garita. C'est une grande caldeira, une des plus grandes. Il y a eu il y a une des plus grandes explosions volcaniques qui a été documentée dans le secteur de la caldeira de la Garita. C'est l'explosion qui a permis la formation du tube de Fish Canyon il y a 28 millions d'années. C'est un tube qui fait des centaines de mètres d'épaisseur, puis l'équivalent d'à peu près 5000 km3. Donc, c'est une très très grosse explosion volcanique. C'est la plus grosse qui est documentée, une des plus grosses qui est documentée dans l'histoire de la Terre. Donc, c'est une très très grosse explosion volcanique. Caldeira, l'explosion du Mont Sainte-Hélène, je ne sais plus combien, je me demande si c'est 1 km3. Donc, vous pouvez voir l'échelle du système volcanique ici. L'idée, en fait, c'est qu'on a ici, c'est la topographie du système, donc la périphérie de la caldeira, on a le centre de la caldeira ici. L'idée, en fait, c'est qu'on a des fluides magmatiques qui sont liés à la dévolatilisation des roches en profondeur. Les fluides arrivent à la surface, sont relativement chauds, mais ils vont se mettre à bouillir dans les zones perméables, puis permettre la formation des dépôts métalliques dans ces zones-là. Donc, les fluides magmatiques percolent, ils vont se mettre à bouillir pour avoir un changement de phase, dépôt des métaux. Puis il y a une autre zone où on va avoir des dépôts, des gîtes métallifères qui vont se former à l'interaction entre les sédiments lacustres qui vont interagir avec les fluides chauds qui proviennent du système magmatique. Donc, on a le système magmatique qui se met en place, il va bouillir, déposer des métaux,
Puis on va avoir des gîtes aussi qui vont se former à l'interaction, où on va avoir, lié à l'interaction entre des eaux météoriques froides, relativement neutres, qui vont interagir avec les eaux plus chaudes liées au système hydrothermal. Donc, c'est un système là, assez complet qui permet d'expliquer la formation des épithermoneutres. Donc ici, c'est un système un peu plus synthétique, disons, qui permet d'illustrer la formation des gisements épithermoneutres. Donc, vous avez un socle ici qui est déformé, on voit les plis. On voit qu'il y a un certain décalage, donc une faille d'importance significative qui permet la circulation des fluides hydrothermaux. Donc, on va avoir les disséminations, les gisements métallifères qui vont se former dans les veines, là où on va avoir l'ébullition. Donc, les fluides hydrothermaux chauds arrivent à la surface, se dépressurisent, puis vont déposer leurs métaux. Donc, on va avoir une première phase métallique qui va se déposer dans les filons à ce niveau-là. Puis ensuite, on va avoir les fluides hydrothermaux qui sont toujours chargés en silice, un peu de CO2, qui vont former parfois des geysers, puis des travertins qui vont être présents à la partie, dans la partie sommitale du système. Je vous ai montré des photos de travertins tantôt à Yellowstone. Donc, c'est des travertins qui vont se former. On peut avoir des travertins de silice, des fois de carbonate, de barytine, qui vont se former vraiment dans l'environnement superficiel. Donc, c'est une géométrie là, assez caractéristique des systèmes épithermoneutres qu'on voit ici. Donc, je vous ai mentionné les travertins. Encore une fois, c'est des gisements qui se forment dans la partie supérieure de la croûte. Souvent, on va avoir des reliefs assez accidentés. Puis, ici, on voit des travertins de silice qui se forment au sommet des montagnes. Est-ce que tu connais cette zone-là? Voltec? Oui. Yeah. Have you been there? Sorry? Have you been there? Yeah. I mean, you know, all the trip are there. Oh yeah, you may have some nice search photos. C'est des photos que un ancien prof m'a données. Mais on voit les chapeaux de silice ici qui sont liés à des systèmes épithermaux dans les montagnes. Puis vous pouvez voir ici les travertins qui se forment au sommet des montagnes et qui vont parcourir aussi les vallées dans les dépressions. Donc, c'est une section même qui peut se faire par photo aérienne, photo satellite. Quelques exemples ici de travertins. Donc, ceux qu'on a vus tantôt à Yellowstone. Ici, c'est autre travertin au Maroc. Donc, des zones à carbonate, silice, infobarytine. Quand on regarde juste un échantillon, ça peut être des fois difficile de différencier un travertin d'une veine, mais dans les veines, souvent, on va avoir une certaine symétrie, c'est un remplissage de fractures, alors que les travertins, c'est vraiment des horizons stratiformes qui se superposent les uns sur les autres. Donc, on peut voir des structures, des laminations à l'intérieur qui sont assez typiques là, des travertins. Donc, on a vu que la déposition des métaux souvent va être acion, des fluides hydrothermaux. Donc, les fluides chauds qui arrivent à la surface, qui se dépressurisent, qui vont se mettre à bouillir. Donc, pendant le changement de phase de liquide à vapeur, on va avoir une diminution de la solubilité des métaux, puis déposition des métaux. Puis, en fait, cette ébullition-là va laisser des traces dans la roche. Donc, on va avoir des textures particulières dans les minéraux. Une des plus classiques, en fait, c'est le bladed calcite, le bladed quartz. Ça va être essentiellement des cristaux tabulaires de silice, de quartz. Des fois, ça va être remplacé par la barytine. Je vais vous montrer des photos, mais c'est vraiment des lacs de silice ou de carbonate qui sont liés à l'ébullition du système. Ça va donner une espèce de texture un peu cloisonnée. Les textures cruciformes,
donc les encroûtements qu'on trouve sur les veines, les textures coliformes. Puis il y a d'autres textures qu'on voit seulement au microscope polarisant. La plus caractéristique, c'est vraiment les lattes ou la texture cloisonnée du quartz et de la calcite. Donc, c'est vraiment une texture assez caractéristique des systèmes qui ont bouilli, donc qui ont permis l'ébullition du système. Donc, vous voyez d'autres textures ici, mais celles qui sont caractéristiques de l'ébullition sont illustrées en haut du diagramme. J'ai quelques photos ici. Donc, vous voyez les veines cruciformes. On voit les encroûtements avec le cœur de la veine ici. Le rubannement avec l'électrum. Donc, ici, c'est un minerai d'argent à très très haute teneur du Japon. Donc, l'électrum qui est un alliage or-argent. Donc, ici, un minerai à haute teneur. Et lattes de calcite. Donc, une texture assez typique, qui je change l'échantillon ici. Mais les lattes de calcite qui témoignent de l'ébullition du système. Donc, c'est des textures là, vraiment typiques des épithermaux. Alors, d'autres photos ici, on peut voir donc le remplissage filonien, les minéraux d'argent. Les sulfoxydes d'argent. Puis ici, on peut voir là, la texture cloisonnée qui est donnée par les lattes. Ici, c'est de la silice, les lattes de silice, dans le remplissage filonien. Donc, un autre exemple assez caractéristique. Donc, comme c'est des systèmes qui se mettent en place près de la surface, souvent on va avoir de la cristallisation en espace ouvert. Donc, vous pouvez voir l'améthyste, c'est un minerai d'argent et d'or. Cristallisation en espace ouvert, souvent avec des géodes. J'ai parlé de l'azulaire également, vous pouvez voir ici. C'est une veine de phosphate potassique, c'est l'azulaire. C'est assez semblable à la microcline ou à l'orthose. Et ça va former vraiment des remplissages filoniens, ici dans une brèche minéralisée en or et en argent. La minéralogie puis les textures assez typiques ici des épithermaux. Une texture qui est assez typique, les brèches en cocarde. Donc ici on voit des fragments de roche. C'est un système qui est très oxydé. Ici il y a beaucoup d'hématite. Et vous voyez, une brèche en cocarde, en fait, c'est une brèche qui est formée de fragments de roche, évidemment, avec des encroûtements progressifs qui permettent de cimenter les fragments ensemble. Donc, on voit quelques sulfures, c'est la carbopyrite, puis il y a des minéraux d'argent disséminés à l'intérieur. Donc, pour former une brèche en cocarde, on a un système qui est fracturé, ça peut être le long d'une fracture ou d'une veine, par exemple, avec une fracturation progressive, la cimentation, une refracturation, puis en fait, on a une perméabilité qui est constamment renouvelée, puis qui permet de former une brèche en cocarde avec un produit qui peut être assez complexe, comme ce qui est illustré sur la figure ici. Mais c'est encore une fois assez caractéristique des systèmes superficiels, des épithermaux neutres, où on a des encroûtements cruciformes qui vont se former sur des fragments de roche dans une brèche. Et c'est des textures qu'on voit très souvent dans les épithermaux. Au niveau de la minéralogie, ça peut être assez impressionnant parfois. Donc, ici, vous voyez un échantillon de sphalerite avec les fragments de roche, le remplissage filonien ici à sphalerite galène. Donc, vous pouvez voir l'échelle des veines. Les minéraux assez typiques, là, donc, on a vu que c'est souvent des minerais d'or et d'argent. Donc, ici, vous pouvez voir des feuilles d'argent. Les sulfoxydes d'argent et l'argilite. Donc, ce sont souvent des minéraux qu'on est habitué de voir ici au Québec, où on a plutôt du mésothermal, des roches métamorphiques plus profondes. Mais les sulfoxydes d'argent vont être très commun là, dans les gisements externes.
Je vous ai parlé aussi des carbonates de manganèse, la rhodochrosite. Donc ici, le manganèse est très commun aussi dans les épithermoneutres, donc ça fait partie du cortège minéralogique des épithermaux. C'est un exemple ici de rhodochrosite. On a tendance généralement à voir la rhodochrosite comme étant un beau rose, bonbon, mais souvent elle va être un peu brunâtre. Tout ce qui est brunâtre, c'est le carbonate de manganèse, la rhodochrosite. Donc on peut avoir le carbonate de manganèse ou le silicate de manganèse qui est la rhodonite, l'équivalent d'un pyroxène. Donc le carbonate de silicate de manganèse le plus commun, ça va être la rhodonite. Une texture, une couleur beige rosé comme ça. Donc c'est la minéralogie là, assez commune aux épithermaux. Avant de prendre un. Je ne sais pas qui est dans le pied. Là. OK. Ça, on va prendre une pause de 5 minutes. Je voulais peut-être continuer sur ce qu'on a vu la semaine dernière, parce que rapidement, il y a quelque chose que je n'ai pas eu le temps de voir. Donc, dans les systèmes porphyriques, les épithermaux, j'avais mentionné en début de cours, là, souvent on a des systèmes bréchiques qui vont être associés au porphyre. Il y en a différents types. Donc, si on parcourt un système porphyrique, disons, avec des brèches, vous pouvez voir ici, on a une inclusion, donc on est assez proximal par rapport à l'inclusion. Puis à l'autre extrême, ici, on a des brèches phréatiques. Donc, comment se font les brèches phréatiques? Essentiellement, c'est les fluides, ça peut être des eaux météoriques qui vont percoler dans les roches, se réchauffer. Éventuellement, ils vont former des gaz parce qu'ils atteignent une température d'ébullition. Puis, on peut avoir une explosion volcanique. Donc, il va former un diaprème, une brèche phréatique. Donc, on peut voir une progression entre un système magmatique où on aurait une multitude d'enclaves qui sont associées au sommet d'une chambre magmatique ici. Donc, on aurait à la limite une matrice magmatique. Dans certains cas, une matrice magmatique modifiée par l'hydrothermalisme, donc magmatique hydrothermale. Puis à l'autre extrême, des brèches phréatiques. Donc, vous pouvez imaginer que c'est des systèmes qui sont fracturés, où on peut préférentiellement former des systèmes épithermaux. Donc, on peut former un porphyre, et dans les brèches, comme c'est particulièrement perméable, on peut avoir la circulation fluide dans ces différents systèmes pour former des systèmes épithermaux qui vont être encaissés dans des brèches. Il y a plusieurs exemples sur la planète. Il y en a un qui est assez bien documenté, c'est l'épithermal de Golden Sunlight. En fait, c'est une brèche, un breccia pipe, qui est forme presque circulaire, semi-ovoïde. Ici, c'est une section à travers. Donc, c'est une brèche magmatique hydrothermale. Donc, il y a une matrice magmatique qui a été modifiée par l'hydrothermalisme. Donc, c'est ici un exemple, on voit des fragments de roches volcaniques. Donc, des fragments assez grossiers. Puis la matrice est d'origine volcanique, mais elle a été modifiée par l'hydrothermalisme. Donc, on voit, entre autres, une silicification des minéraux d'argile, puis des assemblages minéralogiques qui sont caractéristiques des systèmes épithermaux. Donc, c'est un exemple ici où on a un breccia pipe, donc une porosité qui est générée par une explosion volcanique, puis qui a permis la formation d'un système épithermal dans la porosité secondaire. Donc, c'est, disons, une sous-classe des systèmes épithermaux en général dans les environnements volcaniques. Donc, c'est l'introduction que je voulais faire aux épithermaux.
Vous allez voir ça dans les TP, dans les échantillons tantôt. On va prendre une pause de 5 minutes, juste pour aller boire un peu d'eau. Puis on va finir avec les gisements de type POCG.